Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Modification des articles L29, L23 du Code électoral. Les citoyens ont des avis à partager sur cette question. Certains estiment que les députés devraient d'abord attendre un consensus avant de modifier les articles L29 ou L30 du Code électoral. Pour d'autres, il n'y avait pas d'urgence à modifier ces dispositions du Code électoral. Dans cette édition également, le FDR, le Front pour la défense de la démocratie, n'assistera pas à la rencontre convoquée ce jeudi par le ministre de l'Intérieur pour discuter des élections. Donc retenez que le Front sera donc absent dans ce rendez-vous. Alassane Sissé et compagnie estiment qu'ils ne vont pas aller dans une rencontre où les dés sont déjà jetés. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar veut valoriser le patrimoine littéraire sénégalais. Les autorités invitent les auteurs à confier leur ouvrage à l'institution. Ils redoutent donc le syndrome de la bibliothèque Léopold Sédar Senghor, mais également d'Ousmane Sembène, qui le Sénégal peine toujours à reprendre donc cette bibliothèque qui se trouve aux États-Unis. Selon eux, la bibliothèque universitaire peut donc reprendre l'ensemble des ouvrages des auteurs sénégalais pour bien inspirer également la jeune génération. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Modification des dispositions des articles L29 et L30 du Code électoral. Certains citoyens estiment que les députés ne devraient pas procéder à l'adoption de ce projet de loi avant toute discussion avec l'opposition et la société civile afin d'obtenir un consensus. D'autres estiment que c'est une bonne chose d'adopter cette loi, mais il n'y avait pas d'urgence en la matière. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine et de Mafalfal. L'adoption du projet de loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral suscite un débat. Pour cet homme, le consensus doit primer avant toute révision d'une loi. Il dénonce la démarche des députés du parti PASTEF. Vraiment, j'ai déploré cette situation parce que je me dis ce qu'un consensus a établi, c'est un consensus qui devrait le dissoudre ou le changer. C'est une élégance. Une question d'élégance de comportement. Et c'est ce que je n'ai pas apprécié dans cette démarche. Je pense qu'il fallait d'abord consulter les partis politiques, le forum civil ou même la population par voie référendaire, pourquoi pas. Il regrette la modification du code électoral qu'il juge taillée sur mesure pour servir des intérêts individuels. Et ce que je regrette aussi, c'est de vouloir faire une loi qui est personnelle et rétroactive. Ça, je pense que c'est pas normal. Une loi doit être impersonnelle, mais aussi doit être non rétroactive. Voilà. Et je pense que, mais la population va juger. Je pense que c'est une loi qui a été établie simplement pour permettre à un citoyen d'être éligible. Cet habitant de Dieuppeul estime que même si les députés représentent le peuple, ils ne devraient pas modifier des lois sans consulter au préalable la société civile. Je suis vraiment d'accord pour la modification. Au fait que les députés, ils ont été élus par le peuple. Donc, s'ils ont modifié, je peux dire que je suis d'accord. Mais modifier directement cette code électoral, bon, sans consulter la société civile, sans consulter les partis opposants, et vraiment, ça, là, je ne suis pas d'accord. Adoptée hier à l'Assemblée nationale, la réforme du code électoral
notamment sur les articles L29 et L30, suscite des réactions contrastées au sein de la population. Certains dénoncent une décision qu'ils jugent anormale, pour d'autres, elle ne vise qu'une seule personne. Elisabeth Grastine, le Front pour la défense de la démocratie a décidé donc de ne pas participer à la rencontre conviée par le ministre de l'Intérieur. Une rencontre entre l'autorité et les partis politiques, notamment de l'opposition. Le FDR qui estime que les règles ont déjà été établies. Inutile donc de dialoguer avec l'autorité qui a d'ailleurs été présente à l'Assemblée nationale pour défendre la modification des articles L29 et L30. Le FDR qui s'oppose à cette démarche et entend d'ailleurs attaquer cette décision devant le Conseil constitutionnel. Je propose aussi les explications d'Alassane Cissé. Il est membre du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Il est joint à part Alassane Sambadio. Nous maintenons notre décision, d'autant plus qu'ils ont voté cette loi qui sans consensus, alors que nous ne sommes pas contre le fait de parler. Mais puisque c'est un forcing, nous avons dit que nous n'allons pas rencontrer le ministre de l'Intérieur. On attend maintenant à ce que nos députés puissent introduire une saisine en fin d'inconstitutionnalité au niveau du Conseil constitutionnel. Mais est-ce que le fait de boycotter est aussi une bonne décision, puisque derrière vous, des choses pourraient être décidées? On ne va pas avaliser cette loi. Aller à la rencontre du ministre de l'Intérieur, c'est être d'accord. Alors que tout au début, on leur a demandé de retirer cette loi pour qu'on puisse aller discuter. Mais on ne peut pas aller discuter devant un fait accompli. C'est pour ça qu'on refuse. Depuis 1974, ça existe dans notre arsenal électoral. Ces articles n'ont changé que de numérotation. Depuis 1992 jusqu'à nos jours, personne n'y a touché. Et ils le font exprès de toucher à cela. Et puis, je lisais en titre, la bibliothèque universitaire de Dakar s'enrichit de nouveaux patrimoines littéraires. Elle a réceptionné une collection d'œuvres de la célèbre écrivaine Ken Bougoul, un geste hautement salué par les responsables de l'institution qui voit un acte symbolique, un acte patriotique porteur de sens. N'est-ce pas, Daoudaba et Nougaïdja? Cette journée s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine littéraire sénégalais. L'objectif est de préserver et de valoriser les manuscrits des auteurs sénégalais, en particulier ceux des femmes écrivaines, à l'image de Ken Bougoul. L'objectif, c'est de pérenniser les manuscrits des auteurs sénégalais, particulièrement les femmes, parce que nous avons constaté qu'il y a des pertes. Et je pense que nous devons tirer des leçons en invitant nos écrivains à penser à pérenniser leurs manuscrits en les confiant à des institutions de sciences et de culture comme la bibliothèque universitaire. Pour le directeur de la bibliothèque universitaire, Ken Bougoul pose un acte citoyen fort, chargé de symboles, en cédant une partie de ses archives à la bibliothèque universitaire. Ken Bougoul a posé un acte citoyen, mais un acte aussi qui va aider tous ceux qui travaillent sur ses œuvres, sur sa pensée, sur son legs scientifique et culturel, à être beaucoup plus proche de ce qu'elle nous a laissé aujourd'hui, ce matin tout à l'heure, c'est-à-dire ses archives personnelles. L'écrivaine se dit honorée de voir ses œuvres désormais accessibles au sein de la bibliothèque centrale. Elle sensibilise d'ailleurs les jeunes sur l'importance de la lecture. Et nous devons tout faire pour que désormais nos universités, nos institutions tiennent compte de l'importance de cette mémoire à transmettre pour les générations futures. Le problème, pourquoi nous en voulons aux réseaux sociaux, c'est le contenu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour contrecarrer ce type de contenu dont nous ne voulons pas? Nous aussi, nos institutions doivent aussi envahir les réseaux sociaux. À travers ce don d'ouvrage, Ken Bougoul contribue non seulement selon les autorités universitaires à faciliter l'accès au savoir pour les apprenants, mais aussi à raviver l'intérêt des jeunes pour la lecture face à l'omniprésence du numérique. À Thiès, l'université Ibader Thiam s'ouvre donc à sa communauté à travers 3 jours d'activités organisées au sein du Temple du Savoir pour mettre en application la nouvelle vision du recteur qui est de faire de l'université une institution ouverte
inclusive, mais également ouverte communauté. L'inclusion et l'innovation, maître mot des 72 heures de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Isidore Alexandre Sen, Samafan. Selon le directeur de la bibliothèque centrale de l'université Iba Der Thiam, le temple du savoir est résolument sur les rampes de l'ouverture. C'est une université très ouverte, de plus en plus. Cette première édition de ces journées également est marque même de collaboration entre les différents services de l'université. C'est également l'occasion de découvrir les talents des étudiants. S'ouvrir, mais surtout innover. 3 jours où des talents ont été découverts d'après le coordinateur du comité de l'innovation et de l'inclusion de l'université. La célébration de toutes les personnes qui ont été formées avec la remise symbolique de leur attestation de participation. Il y aura aussi le concours de pitch et ensuite il y aura un grand concert avec un groupe venant de Saint-Louis qui va terminer en apothéose. Donc l'objectif, c'est de faire l'ouverture de l'université vers la communauté. Le recteur, le professeur Mamadou Babakar Ndiaye, initiateur de ce concept, a récemment lancé avec aussi le professeur Sokomo, le concept de l'université, le concept de l'université citoyenne, de l'université foraine. Donc avec la signature des conventions que nous avons avec les communautés, ces JVS s'inscrivent dans cette durabilité, dans cet axe de rendre une université au service de sa communauté. Nous sommes étudiants à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Nous sommes très fiers de cette initiative initiée par le RACIT et l'ADIR actuellement. C'est une opportunité pour nous étudiants qui sommes à l'université, au-delà de la formation aussi, d'avoir des certifications autres que notre diplôme qui nous a permis aussi d'être là aujourd'hui. La mise en place de ce comité d'innovation et d'inclusion s'inscrit dans le cadre de la série de partenariats que l'université Iba Der Thiam de Thiès noue avec des entités dont les services impactent la communauté. Rufisque accueille les 28 et 29 avril un atelier de diagnostic participatif sur les systèmes alimentaires locaux et l'approvisionnement des cantines scolaires, organisé par l'IPAR dans le cadre du projet Dynamiser les systèmes alimentaires locaux grâce aux cantines scolaires. Une réunion collectivité, producteurs, sociétés civiles et chercheurs. L'objectif est de co-construire des solutions pour des systèmes alimentaires plus résilients, plus durables, inclusifs dans le département de Rufisque. Babacar Seck. Dynamiser les systèmes alimentaires locaux à travers les cantines scolaires a fait l'objet d'une rencontre avec les parties prenantes du département de Rufisque qui ont tenu à accompagner la mise en œuvre du projet. Les organisations de producteurs, que ce soit filière végétale, animale et halieutique, pour essayer de faire de la recherche d'abord, un diagnostic, à la fois, comme je l'ai dit tantôt, sur les systèmes alimentaires locaux, mais aussi les systèmes d'approvisionnement des cantines scolaires. Et après cette phase de diagnostic, il y aura la phase d'opérationnalisation des expérimentations sur le terrain, suivie aussi d'une évaluation. Et enfin, la dernière phase qui concerne le partage des connaissances et le plaidoyer pour aller vers des réformes politiques. L'alimentation scolaire peut être une bonne opportunité pour les producteurs locaux. Aujourd'hui, l'alimentation scolaire ou l'environnement de l'école, au-delà de l'éducation, est considéré comme un marché potentiel. Si on le lie avec la production locale, comment l'alimentation scolaire peut booster en tout cas les nouvelles politiques en termes d'orientation. D'où l'enjeu vraiment de rechercher comment mettre ce link-là, quels sont les défis, quels sont les leviers, comment de manière opérationnelle on peut mettre en place ces activités-là. Ce projet va venir renforcer les actions du conseil départemental de Rufisque. Donc le département de Rufisque aussi, comme vient de dire le point focal, a ratissé large et on continue toujours. Nos domaines de compétences, c'était les lycées et les collèges. Maintenant, on commence même à s'approcher des écoles primaires. Il y en a dans la place et des écoles inclusives qui sont dans le département pour mieux servir la population rufisquoise. Ce programme, porté par IPAR, ZRDR et Sicodev Afrique, va durer 4 ans et interviendra dans les départements de Rufisque et Bignona. Babacar,
Sec, la chargée de programme à l'Institut panafricain pour la citoyenneté et consommateur de développement ainsi qu'ODEV Afrique est revenu sur la particularité de cet atelier avec les partenaires. Son plaidoyer est de passer à l'échelle donc les solutions issues de ces 2 jours, notamment pour sécuriser, dit-elle, la zone agroécologique de Rufisque aux côtés des producteurs. Il est ici au micro de Babacar Seck. Le thème qui nous réunit est à la fois riche et porteur d'espoir. Le milieu scolaire. Dynamiser les systèmes alimentaires locaux à travers les cantines. Donc les partenaires sont réunis pour accompagner le conseil départemental de Rufisque, mais aussi de Bignona, sur l'alimentation scolaire et comment on peut dynamiser les systèmes alimentaires territoriaux. Consolider la recherche que IPAR va mettre en œuvre, l'expérimentation qui sera déroulée avec CHEDER et SICODER en tant qu'organisation de plaidoyer va mener le plaidoyer pour une mise à échelle des différentes solutions qui seront issues de ces travaux de recherche et d'expérimentation. C'est un plaidoyer que nous menons depuis près de 10 ans pour un peu sécuriser cette zone agricole et aujourd'hui agroécologique. Je rappelle que Rufisque a maintenant une DITAEL, donc une dynamique pour une transition agroécologique au niveau local, et nous nous battons à côté de ces producteurs pour que cette zone-là puisse être préservée le maximum possible, parce que Rufisque aujourd'hui nourrit le département en légumes sains et surtout les différentes cantines scolaires. Une première à Jean Las Palmas, l'établissement qui a procédé à l'installation officielle de son gouvernement scolaire, initiative qui vise à former les élèves leaders, engagés, porteurs de valeurs citoyennes. Une cérémonie qui est marquée également par des discours axés sur l'amitié, la teranga et l'esprit de responsabilité. À quelques mois des Jeux Olympiques de la jeunesse, je vous propose de suivre les explications d'Ababacar Niang et des présidents du gouvernement scolaire et Frédéric Nianfouna, président des parents d'élèves. Ils sont ici au micro de Cheikh Maganbaye. Le thème qui nous réunit est à la fois riche et porteur d'espoir. Le milieu scolaire, l'amitié, valeurs africaines et olympisme, piliers de la teranga, en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans notre milieu scolaire, l'amitié n'est pas un mot. Elle est une valeur fondamentale à la culture africaine, fondée sur le respect, la solidarité, le partage et le vivre ensemble. Son allocution m'a été très importante parce qu'il a parlé d'éducation, il a parlé de comportement, il a parlé de teranga. Ce sont des valeurs qui sont très importantes parce que l'éducation actuelle est la base de tout. Il faut vraiment avoir une bonne éducation pour pouvoir réussir dans un pays. Et c'est à travers l'éducation que le comportement sera vraiment éradiqué, bien fait dans un pays. Et ça, on a ce droit avec nos enfants qui sont actuellement dans les écoles. Donc si le président du gouvernement scolaire émane ses vœux, ce n'est qu'à saluer. Ce n'est qu'à saluer parce que leur éducation est très importante et c'est les valeurs qui incombent le pays. Mamadou Niang, expert, meunier, alerte sur une éventuelle hausse du prix des moutons, avec bien sûr la hausse du prix des aliments de bétail. Il estime qu'il est incompréhensible que l'État du Sénégal, qui exonère pourtant le secteur donc meunier, mais que le sac donc de l'aliment de bétail coûte à moins de 15 000 francs CFA, une situation très difficile selon lui pour les éleveurs qui sont obligés également d'augmenter le prix des moutons. Il craint une tabaski avec des moutons avec des prix presque intouchables. Mamadou Niang, expert meunier, et ici joint cette fois-ci par Alassane Samadio. La question que nous nous posons en tant que professionnels dans ce secteur, l'État du Sénégal n'est-il pas en complicité avec les producteurs d'aliments bétail? L'État a exonéré toute taxe à ces producteurs d'aliments bétail. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec plus cher sacs d'aliments bétail de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique. Comment vous pouvez produire un sac d'aliments à 8500, qui est un prix qui n'est pas raisonnable? La composition de l'aliment bétail
est une composition où on retrouve que des déchets d'aliments. Après sortie de l'usine, nous avons en face des intermédiaires, beaucoup d'intermédiaires, et l'éleveur se retrouve dans le marché un sac de presque 15 000 francs. Ça, on ne l'a jamais vu dans l'histoire du Sénégal. C'est pourquoi nous demandons encore une fois à l'État de prendre ses responsabilités, de voir impérativement cette histoire d'aliments bétail. Parce que nous allons vers les fêtes de la Tabaski, nous allons avec la guerre actuellement au Mali, où on avait beaucoup de moutons qui venaient de ce pays pour renforcer notre demande en approvisionnement. L'aéroport international Blaise Diagne. Une page symbolique vient d'ailleurs d'être tournée. La plateforme aéroportuaire a accueilli son 20 millionième passager depuis sa mise en service. Une passagère en partance pour Bordeaux a été désignée comme l'heureuse gagnante de cet événement historique. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le développement du trafic aérien au Sénégal. Montaga Khan et Maudouba. Le 20 millionième passager, visiblement ému par cette distinction, n'a pas caché sa joie. Oui, je suis très contente. C'est une formidable opportunité et je vous remercie infiniment. Et je suis heureux et fier d'avoir gagné. Le doublement du trafic reste l'objectif du directeur général de l'AS, qui affirme s'inscrit dans une dynamique de croissance continue et de relèvement constant des standards. Maintenant, comment on peut arriver à 40 millions, comment on peut arriver à 50 millions de passagers? Quelle expérience le 20 millions de passagers nous a amené? Qu'est-ce qu'on a appris de ces expériences? Et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour faire mieux? C'est ça pour nous l'importance de ces chiffres-là. Aujourd'hui, pour l'année 2026 et 2027, on a un plan d'investissement qui va tourner aux alentours de 30 millions d'euros. Et toute cette expérience qu'on a vécue, avec ce projet d'investissement, on va utiliser pour améliorer les services à l'aéroport, augmenter leur capacité. Aujourd'hui, on peut arriver facilement à 5 millions de passagers dans notre terminal. On va faire le maximum pour améliorer tous ces services. Avec ce cap symbolique franchi, la IBD confirme sa montée en puissance dans le paysage aéroportuaire, un positionnement que ses responsables comptent consolider à travers des investissements et une stratégie axée sur la performance et l'attractivité. Les habitants du village de Boutgol, situé dans le département de Bignona, ont célébré la fin de la formation de leur matrone qu'elles avaient envoyée en formation afin d'assurer une meilleure prise en charge de la santé maternelle des femmes du village. Elles ont lancé un appel aux autorités pour la prise en charge de leur infirmière, de leur d'abord infirmier, de la matrone ainsi que de leur pharmacien. Ce plaidoyer a été soulevé lors de la cérémonie de sortie de formation de la matrone de Boutgol. Voici les explications d'Ibrahim Djidjou. Il est le président du congrès de Boutgol. Il est ici au micro d'Hassan Maleda de Sambo. Nous sommes à Boutgol pour accueillir notre matrone qui vient d'achever sa formation au niveau du district sanitaire de Thionkessil. Voilà, il s'est trouvé qu'au niveau du village, on a pu mobiliser des ressources financières et matérielles pour pouvoir mettre en place une case de santé. Et depuis lors, la matrone qui était là, Marie-Paul Lambal, était malade. Et puis, jusqu'à nos jours, on n'avait pas de quelqu'un pour pouvoir prendre et accompagner les femmes lors de leur maternité. Poste est prêt. Donc, de ce fait que le village s'est organisé à trouver quelqu'un en accord avec sa famille pour l'envoyer à une formation de 3 mois et aujourd'hui elle est revenue. C'est une fierté, c'est un sentiment vraiment de satisfaction pour avoir réussi à sa formation avec brio. Et pour nous, il faut vraiment la fêter comme nous l'avons fait dans le temps. Si l'État, dans ce programme, pouvait prendre en compte notre infirmier, plus cette matrone et le pharmacien, ça nous rendrait vraiment plus heureux et ça nous permettrait même de faire plus d'efforts et de relever même le plateau. Voilà, localement, bon, c'est peut-être demander au maire
de la commune, à qui nous saluons de passage, qui fait aussi d'importantes réalisations au niveau communal, de lui dire que vraiment, nous lui tendons la main. Tendre la main à milieu Diola, c'est un cri de cœur. Nous lui tendons la main vraiment de pouvoir nous appuyer dans la prise en charge de ces 3 agents pour leur motivation, autrement dit pour leur recrutement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction qui reçoit ce soir, Dr Massirin Savané. Il est membre du secrétariat exécutif de DIEF PADS authentique, chargé également de la communication de la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Nous allons parler bien sûr de l'actualité, la modification des articles L29 et L30 du Code électoral, des avant-projets présentés par le président de la République mis à la disposition du public. Nous allons parler bien sûr du boycott du FDR, de la rencontre du ministre de l'Intérieur, entre autres. À tout de suite.